comment Aneta Vetekongolo définit le nègre contre nègre. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Alors, le nègre est l'ennemi du nègre. L'expression nègre contre nègre, le nègre est l'ennemi du nègre, renvoie à une pensée populaire attribuant au nègre un défaut ultime réprouvé. Elle signale une disposition du nègre à systématiquement faire preuve de trahison envers un autre nègre et à lui refuser la solidarité. Si cette affirmation peut facilement être contredite par les faits, je répète, si cette affirmation peut facilement être contredite par les faits, elle ne trouve pas moins ses origines dans la tradition historique. Construire l'image à imprimer durablement dans les esprits et dans le système de perception de part et d'autre, mais surtout chez l'Africain, que le nègre est un loup pour le nègre, fut une entreprise réelle s'appuyant sur des procédés précis. Dutertre signale clairement que chaque île a son bourreau, que ce dernier est toujours un nègre et qu'il est récompensé pour faire subir à ses frères des abjections physiques et morales. Donc, elle cite Dutertre qui dit, donc chaque île a son bourreau qui est ordinairement un nègre, à qui on donne la liberté pour ce sujet et qui est aussi toute la récompense qu'il tire de cet emploi infâme. Fin de citation. Et Aneta Vetekongolo continue. Comme dans tous les systèmes esclavagistes, dans le système français aussi, on pensera à utiliser les gens de couleur libre, entre guillemets, pour contenir leurs frères esclaves. Un tel fait systématique, survenu sur une temporalité longue et selon un système appointi, façonne les esprits, crée des traumatismes, des méfiances et des déchirures. Le système de démantèlement psychique s'est employé à fabriquer des divisions multiples, toutes s'évertuant à jouer sur la vulnérabilité de l'affect et sur les émotions les plus sensibles. Les conséquences, mais aussi les impressions qui en découlent, mènent vers la perception donnant crédit à l'expression nègre contre nègre. Vous avez vu, hein? Donc elle continue. C'est le système esclavagiste, armé de l'intention de démantèlement psychique chez le nègre, qui crée le nègre contre nègre. C'est le trauma est concret et opère dans le subconscient. Entendez bien, dans le subconscient. Il se manifeste dès lors que le nègre vit l'impression d'une agression par un semblable. Les mécanismes du traumatisme proposent une telle agression comme inconcevable et entretiennent le désir d'une solidarité et d'une fraternité inaliénable entre nègres au nom de l'expérience commune d'oppression. Lorsqu'énoncée, l'expression signale une réprobation, voire une insupportable douleur. Elle signale l'incompréhension de celui qui parle, de ce qu'après avoir collectivement passé tout ça passe, c'est-à-dire après avoir vécu ensemble une aussi immense ordalie que l'esclavagisation et y avoir survécu ensemble, jamais il ne devrait venir à l'idée d'un nègre d'en agresser un autre. Lorsque cela se produit, écoutez bien mes amis, écoutez bien, lorsque cela se produit, la mémoire refoulée du subconscient, se sentant elle-même agressée, insultée,
réagit brusquement et pâlit sa douleur par la sentence, la fustigation abrupte et l'exagération sentencieuse, nègre contre nègre. Fin de citation. On le voit donc avec le témoignage de Duterte cité par Anita Vetekongolo, que dès le début de la colonisation, les esclavagistes vont armer le bras de certains noirs esclaves contre d'autres. Et cela va durer durant tout l'esclavage, et comme nous le verrons tout à l'heure, même après l'esclavage. Le même principe sera adopté pour monter les uns contre les autres, les noirs, dans le but de diviser et de mieux régner. Alors, durant l'esclavage, n'est-ce pas des nègres qui fouettent des nègres la plupart du temps? J'en veux pour preuve ce petit passage, pages 56 et 57 de Sacré Vagabond, qui évoque quelques petites anecdotes vraies à ce sujet. Donc, je vous cite le livre, Sacré Vagabond. Alors, par exemple, nous allons parler d'Anatole. Anatole, esclave de sieur Pierre, 29 coups de fouet il a reçu Anatole, et être ainsi réintégré en la maison d'arrêt de Saint-Pierre et l'exécuteur des hautes œuvres transféré en la maison d'arrêt de Fort-Royal. L'histoire d'Anatole, mais plus encore celle de son exécuteur, c'est celle de ce jeune homme, incapable de fouetter son camarade comme on le lui ordonnait et qui, pour ce fait, sera lui-même fouetté et incarcéré. Cette histoire était suivie de cette note que l'ancien gendarme avait ajoutée à son témoignage. Nota. C'est parce que l'exécuteur est forcé d'exercer cette terrible fonction qu'il a été transféré avec les prisonniers, étant lui-même esclave de chaîne. Ceci peut servir d'explication à la résistance du nègre Virgile, encore un autre, de l'habitation Marly, qui s'est excusé de ne pas savoir le métier de bourreau. Fort-Royal, 19 février 1845. Mon commandant, j'ai l'honneur de vous rendre compte que le nommé Virgile, maçon de son état, esclave de l'habitation Marly, gérée par le sieur Bruno, appartenant au sieur baron de l'Orme et situé au Lamentin, a été envoyé à la prison centrale du Fort-Royal à la disposition de monsieur le procureur du roi parce qu'il ne sait pas fouetter ses camarades. Ces jours derniers, l'économe lui donna l'ordre de fouetter 2 ou 3 esclaves qui se trouvaient à défaut. Il prit le fouet, fit tout ce qu'il put pour contenter son chef, mais il paraît qu'il réussit fort mal. Compte fut rendu par l'économe au géreur qui alors prit l'initiative et lui a dit « Mon garçon, tu ne sais pas battre, nous allons voir cela. » C'est d'ailleurs la même chose qui s'est passée dans Zahir et Théophile, histoire vraie. Lorsque le jeune Saint-Prix, à qui il est ordonné de battre Zahir, de battre Théophile et leurs 5 autres compagnons, lorsqu'il commence à battre, son bras se fatigue très vite. Alors Braffin, ce misérable qui fut, je vous le rappelle, le maître de Zahir et Théophile, celui-là même dont Césaire parle dans le cahier du retour au pays natal, où il est question du chien dans la niche et où il est question de « j'accepte, j'accepte ». Monsieur Braffin, monsieur de Fourniol étant le juge qui a jugé l'affaire Braffin, monsieur Braffin, qui n'est pas content de la manière dont se prend ce pauvre jeune homme, va dire à son géreur, eh bien, frappe-les toi. Donc le géreur va prendre le relais. Mais là encore, il va trouver que ce n'est pas suffisant. Il va lui-même prendre le fouet et finir de frapper ces misérables avec la force que lui voudrait que l'on mette dans cette torture. Je continue. Compte fut rendu par l'économe au géreur qui alors prit l'initiative et lui dit « Mon garçon, tu ne sais pas battre, nous allons voir ça. » En effet,
Un autre nègre qui devait être fouetté se présenta, et le géreur intima l'ordre à Virgile de le tailler, qui est une expression technique. On taillait les gens avec le fouet. Il obéit, mais il s'en acquitta aussi mal qu'auparavant. Aussitôt, il fut empoigné, mis au cachot et envoyé à Fort-Royal. Voyez la jurisprudence du directeur de l'Intérieur, lettre du 27 février. Le maître peut choisir qui il veut pour exercer momentanément les fonctions de commandeur, et précise le gendarme qui fait ce rapport dont nous nous servons dans Sacré Vagabond. Il dit, dans commandeur, lisez bourreau et voyez les notes de cette lettre. Donc, ainsi, durant l'esclavage, fit-on du nègre le bourreau de son frère. On aurait pu penser qu'après l'abolition, ça serait différent. Pensez-vous, bien au contraire. Ce fait systématique dont parle Aneta Vete Kongolo va se reproduire et on va là encore retrouver cette volonté délibérée de faire des nègres les bourreaux de leurs frères, concentrée dans un décret en particulier. Il s'agit de l'arrêté du ministère de la Marine portant organisation des ateliers de discipline. Donc, lequel arrêté fait partie du package des lois d'abolition. Puisque dans ces lois d'abolition, il y avait le décret numéro 7, relatif à la répression du vagabondage et de la mendicité. Ce décret-là mérite un live à lui tout seul. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire pour synthétiser, c'est que les abolitionnistes, sous la dictée des béquets, il est évident que ce sont les béquets qui ont exigé cela. Et on en a la preuve dans un autre décret, des béquets esclavagistes, bien entendu. Eh bien, ils ont prévu que tous les Noirs qui se retrouveraient sans travail à l'extérieur des habitations ne pourraient pas aller et venir dans la colonie sans être considérés comme étant des vagabonds. Ils sont arrêtés en tant que vagabonds. Il est interdit de mendier aussi. Ils sont arrêtés en tant que vagabonds. Ils vont être jugés en tant que vagabonds. Ils vont être condamnés à une peine financière pour payer le fait qu'ils soient en vagabondage, c'est-à-dire le fait qu'ils ne soient pas rentrés dans les rangs qu'on a tracés pour eux, c'est-à-dire rester sur l'habitation et continuer de travailler pour l'ancien maître à son prix, le prix de l'ancien maître, c'est lui seul qui décide. Donc, ils n'ont pas accepté de rester dans cette situation. Par conséquent, il faut les punir, les condamner, et on va les condamner à une peine financière. Cette peine devra être payée dans les 15 jours suivant le jugement. Cette peine, et tout ça c'est par décret du 27 avril 1848. Cette peine, si elle ne peut pas être payée dans les 15 jours suivant la condamnation, eh bien, elle est commuée par décret du 27 avril 1848. Elle est commuée en travail obligatoire, en travaux forcés. Et ces gens seront amenés à aller travailler gratuitement pour l'État ou dans les habitations où vont les placer l'État. Et ce même 27 avril 1848, on ne va pas se contenter de dire aux gens, bon voilà ce qui va vous arriver si vous ne suivez pas le nouveau code noir de l'esclavage moderne qui est dans ce décret numéro 8. Voilà ce qui va vous arriver. Et le décret numéro 8, c'est l'arrêté du ministre de la Marine, autant dire
comment on dit ça, ben, le ministre des colonies en fait, portant organisation des ateliers de discipline. On va organiser des ateliers de discipline. Les esclaves ne sont pas encore libres, mais on a déjà tout prévu pour eux. Et c'est ça qui est insensé, c'est ça qui est indécent, c'est ça qui est incroyable. C'est le fait qu'on ait créé une abolition fictive, irréelle, où on va brandir un décret en cachant les autres, où on va précisément tout faire pour remettre les nègres en esclavage, à la disposition des esclavagistes et surtout à la disposition de l'État qui les a rachetés. Ne l'oublions pas, l'État a racheté les nègres dans les mains des esclavagistes. Donc c'est un investissement que l'État fait et l'État va se rembourser. Vous allez voir comment. Mais donc dès le départ, avant même le 22 mai, avant même que la libération ne soit effective, que ces nègres ne puissent goûter à une quelconque liberté, on va prévoir l'organisation de la prison dans laquelle ils vont aller purger leur peine pour vagabondage, mendicité ou pour défaut de paiement de leurs impôts. Donc, ces camps de concentration, ces camps de travail, où on va enfermer des hommes selon un système militaire extrêmement millimétré pour qu'ils restent obéissants, eh bien, ils vont appeler ça des ateliers de discipline. On va leur apprendre la discipline. On va leur apprendre à se comporter quand on est libre, mais qu'on ne l'est pas, mais qu'on a envie de l'être, mais qu'on ne veut pas qu'on le soit, et comment on se comporte avec les gens qui vont résister à ce nouvel esclavage, à cet emprisonnement, à cette emprise sur leur vie. Donc comme je vous l'ai dit, cet arrêté du ministre de la Marine portant organisation des ateliers de discipline, c'est le 8e document de ces lois et décrets et ordonnances prises le 27 avril 1848 et qui font que nous allons donc réglementer ces ateliers. On va purger on va briser toute volonté, tout désir de liberté chez ces pauvres gens dans ces ateliers de discipline. Donc, où la durée du travail est réglementée. Le travail, on va travailler dans les ateliers de discipline pendant 9h30 par jour, du lever au coucher du soleil, 9h30 par jour. Donc, ils vont partir le matin, ils vont quitter l'atelier de discipline dressé comme un camp militaire. Ils vont arriver sur les lieux où ils vont travailler 9h30 de temps. Et ça va leur rapporter 1 franc par jour. Et ils étaient condamnés parfois à des peines allant de 30 à 50 à 60 francs. Augmenter des pénalités, des frais de justice, des frais d'acte, etc., etc. Ce qui veut dire que pendant 1 mois ou 2, sans aucune considération pour leur famille, pour ce qu'ils vont manger, pour s'organiser soi-même, pour qu'en sortant de là, on trouve quelque chose. Non, ils vont d'abord purger leur peine, c'est-à-dire travailler pendant autant de fois qu'ils doivent 1 franc. Or, autant de fois, autant de jours de travail par franc dû gratuitement pour l'État. Vous appelez ça une libération? Je n'appelle pas ça une libération, mes amis. Je n'appelle pas ça une libération. Alors, dans son article 2, ce fameux arrêté que je publie dans Sacré Vagabond,
hein, que vous allez trouver les plus liberticides, et vous allez trouver aussi toutes les lois qui ont été prises après par des misérables comme le gouverneur Guédon, je ne finirai pas de le dire, pour pouvoir renforcer encore les problèmes de ces pauvres gens. Alors, l'article 2, après que l'article 1, conformément à l'article 1er portant création d'ateliers de discipline pour la répression du vagabondage et de la mendicité, il sera établi dans chaque colonie un ou plusieurs ateliers de discipline où seront retenus pendant la durée de leur peine les individus de sexe masculin qui auront été condamnés pour vagabondage ou mendicité. Les femmes, elles, iront dans des ateliers, mais tenus par des religieuses, où elles seront, dit le décret, enfin dit la loi, enfin dit le règlement, elles seront affectées aux travaux de leur sexe, avec des religieuses. L'article 2 de cet arrêté précise que ces individus seront employés aux travaux des différents services publics de la colonie ou à la culture des domaines de l'État. T'en demandez où? Le domaine, l'État ni des domaines. Et puis, c'est Muntala qui passe à payer l'impôt, qui pas l'hérité, qui les vivent autrement, là, qui pas ni droit vivre autrement, eh bien, il y a les travail gratuitement dans les domaines de l'État. Alors, de la composition de l'atelier, ça va être, et c'est là que ça va commencer à nous intéresser, à partir de l'article 3. L'atelier de discipline sera composé d'une ou de plusieurs compagnies. Chaque compagnie sera composée de 2 sections. Chaque section de 5 escouades, chaque escouade de 10 travailleurs, d'un chef et d'un sous-chef d'escouade. Un surveillant et un pourvoyeur feront en outre partie du cadre de la compagnie qui sera ainsi déterminé. Écoutez bien. Vous avez un surveillant, vous avez un pourvoyeur, vous avez un chef d'escouade, vous avez 10 sous-chefs d'escouade, vous avez 10 maîtres travailleurs, 10 travailleurs de première classe, et c'est là qu'on commence à mettre des strates entre les nègres. Vous aurez des travailleurs de première classe, vous aurez, donc il y en aura 20 travailleurs de deuxième classe, 20 travailleurs de première classe, 30 travailleurs de deuxième classe et 40 travailleurs de troisième classe. Vous êtes dans le même atelier de discipline. Vous avez des travailleurs de première classe, de deuxième classe, de troisième classe, évidemment, la troisième classe étant la pire. Total de l'effectif, 122 hommes. Donc, l'article 4 va placer chaque atelier de discipline sous les ordres d'un régisseur dont la nomination appartiendra au commissaire général de la République. Donc forcément, il va nommer un fonctionnaire blanc qui va être régisseur de cet atelier de discipline, de cette habitation de l'État. Parce que c'est une habitation. Comment Schellcher disait ça? Il appelait ça des habitations pénitentiaires. C'est ça que Schellcher voulait créer, des habitations pénitentiaires, pour justement punir les délits et les crimes qui seraient commis par les nouveaux libres. Mais ils ont préféré appeler ça atelier de discipline. Alors, ce chef, donc nommé par le commissaire général de la République, relèvera de l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction supérieure de la police. Bon, ça ne peut pas être un noir. Ça ne peut pas être un de ces travailleurs-là qu'on a divisé en sections. Alors, l'article 5 régit les attributions du régisseur. Donc, le régisseur d'un atelier de discipline sera chargé de la police et de l'administration de cet atelier. Il tiendra tous les livres et écritures y relatifs. Vous pensez bien que ce n'est pas non plus un nègre qu'ils vont confier ces missions-là. Donc, alors là où les nègres commencent à être montés les uns contre les autres, c'est à partir de l'article 6. Donc, on fait un encadrement blanc. Et puis, à partir de maintenant, on va donner des prérogatives et des responsabilités
à quelques nègres. Pour faire quoi? Pour surveiller les autres, pour contrôler les autres, pour diriger les autres, pour être chef sur les autres, pour être au-dessus des autres. Alors, écoutez bien, article 6. Le directeur de l'Intérieur, sur la présentation d'une liste de candidats dressée par le régisseur de l'atelier, nommera les surveillants, les pourvoyeurs, les chefs et les sous-chefs d'escouade. Et à ces gens qu'on aura distingués du lot, on va donner une petite solde. On va les payer. La solde des agents de l'atelier sera fixée ainsi que suit, nous dit l'article 12. Le surveillant va toucher 2,50 francs. C'est beaucoup d'argent. À cette époque, une journée de travail, je vous dis, était estimée à 1 franc. Et dans les ateliers de discipline, l'État payait 1 franc chaque journée de travail que ces nouveaux esclaves lui donnaient. Le pourvoyeur, c'est celui qui va aller chercher les esclaves le matin pour les emmener sur les lieux du travail et puis les ramener à leur campement. Le pourvoyeur et les chefs d'escouade vont, eux, toucher 2 francs. Les sous-chefs vont recevoir chacun 1 franc 75. Les détenus, quant à eux, recevront à titre de gratification les sommes suivantes. Tenez-vous bien, hein? Le maître travailleur recevra 35 centimes par jour. Le travailleur de première classe recevra 30 centimes. Le travailleur de deuxième classe, 25 centimes. Et le travailleur de troisième classe, 20 centimes. Déjà là, il y a une stratification des gens qu'on va arrêter pour vagabondage. On les emmène dans l'atelier de discipline et là, on commence à les diviser et on commence à donner à certains avantages sur les autres. Vous venez de quitter l'habitation de votre ancien maître. Vous avez été esclave toute votre vie. Vous n'avez pas accepté les conditions qu'on vous donne pour vivre dans ce pays. Vous décidez de partir comme on partait en marronnage. On vous arrête. On vous juge. On vous met à la geôle. Hein? On vous juge. On vous condamne à, allez, 50 francs. Tout compris de dommages pour le fait que vous vous soyez retrouvé en vagabondage. Ça veut dire que vous devrez travailler combien de jours quand vous gagnez 20 centimes par jour? Combien de jours de travail gratuit vous devrez à l'État? Vous n'avez pas vu que c'est abominable? Alors, celui qui va gagner 20 centimes, pour les mêmes faits, un autre qui va se retrouver en prison avec lui dans l'atelier de discipline, pour les mêmes raisons, on va lui donner 1 franc 75. Parce qu'on va lui donner une petite responsabilité, on va le nommer sous-chef. Et au sous-chef, on va donner, écoutez, 1 franc 75 lorsque le travailleur de troisième classe ne va gagner que 20 centimes pour la journée de travail. Est-ce que vous vous rendez compte de l'abominable piège qui s'est refermé sur nos ancêtres avec ces gens qui, le 27 avril, quelle date maudite, le 27 avril 1848, ces gens-là se sont penchés sur le sort des esclavagistes et les ont tirés d'affaire, tout en tirant la couverture à eux et tout en bénéficiant pleinement de cette situation sur des gens à qui on avait dit « Vous allez être libérés, vous allez être libres, la France va vous libérer ». Le type se retrouve dès l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, on était tenu de travailler dans une habitation. Eh bien, si on ne travaillait pas dans une habitation, atelier de discipline,
et le travailleur de troisième classe. Plus nombreux, parce qu'ils sont 40 ceux-là. Vous avez 40, les derniers de la liste, ils vont gagner 20 centimes par jour de travail gratuit pour l'État. Vous avez été arrêté avec votre copain, votre ami. Lui, on l'a mis dans les travailleurs de troisième classe. Pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, on a décidé que lui faisait partie des 40 de la troisième classe. Et puis vous, comme vous êtes un peu, je ne sais pas, peut-être forte tête ou intelligent, on va vous dire, écoutez, on va vous donner une responsabilité et vous serez bien payé. Donc, vous allez devenir surveillant et vous allez gagner 2,50 francs par jour. Au sortir de l'esclavage, vous n'avez jamais travaillé pour personne, vous n'avez jamais rien gagné de votre vie. Une journée de travail payée sur le marché, c'est 1 franc. On vous propose 2,50 francs pour surveiller vos nègres, vos frères. Vous n'allez pas le faire? Je vous demande. On vous donne 2,50 francs. Donc, vous comptez le nombre de jours que vous allez faire là, le pactole que vous allez avoir en sortant. Eh bien, c'est ça qui va peut-être vous permettre de refaire votre vie. Donc, vous allez bien garder ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire les pourvoyeurs, les chefs d'escouade, les sous-chefs et les autres détenus de première classe, deuxième classe, troisième classe, ceux qui vont gagner 20 centimes, 25 centimes, 30 centimes, 35 centimes par jour de travail pour l'État français, qui vient de leur dire dans le décret numéro 1 que l'esclavage était aboli. Voilà la liberté qui a été donnée à nos ancêtres. Il faut le savoir. Donc, on peut accepter ceci. Mais l'accepter ne signifie pas que ce soit moral. L'accepter ne signifie pas que ce soit bien. L'accepter ne signifie pas qu'on n'est pas violenté dans notre conscience. N'est-ce pas? Et alors, pour bien tenir les nègres et bien les monter les uns contre les autres et bien gérer la façon militaire et le cloisonnement du nègre contre nègre qu'on va mettre dans l'atelier de discipline de manière systématique et légalisée par l'État, eh bien, on va accorder des récompenses à ceux qui font bien leur travail de gendarme et de surveillants et de sous-chefs. Et on va donner des punitions à ceux qui vont se rebeller, qui vont refuser et qui ne vont pas jouer ce jeu de la profitation coloniale. Les punitions sont abordées dans l'article 16 de ce c'est pas un décret, c'est un arrêté, de cet arrêté. Et l'article 16 dit, les punitions à infliger aux travailleurs pour manquement à leurs devoirs sont la réprimande publique faite par le régisseur. Celui qui dirige, il va vous mettre devant tout le monde, il va vous appeler devant tout le monde, et puis il va vous réprimander. La consigne, la retenue de tout ou partie de la gratification, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être payés. S'ils n'obéissent pas, ils ne sont pas payés. La cellule disciplinaire, autrement dit la prison. La prison, le cachot, la perte du rang. Et toute faute tombant sous l'application d'une peine plus sévère sera jugée par les tribunaux compétents. Voilà. Donc, vous ne marchez pas, vous... Ah bon, vous n'acceptez pas? Bon, ben, boudoum. Et puis alors là, quand on va vous condamner, on va encore vous condamner à une peine pécuniaire. Et vous allez encore devoir aller dans un autre atelier de discipline pour rembourser l'État qui vous a racheté comme une marchandise dans les mains de vos anciens maîtres. Voilà l'histoire. Voilà le nègre contre nègre dans toute sa splendeur. La voilà. Et les récompenses à présent. Ah, attention, on va bien soigner ceux qui sont obéissants. On va les bichonner, écoutez bien. Les récompenses à accorder aux travailleurs pour leur zèle et leur bonne conduite sont la gratification en argent. On va leur donner un petit peu plus d'argent. On va acheter
leur solidarité perdue. On va acheter leur conscience. On va acheter, on va payer pour leur obéissance et leur soumission. La permission de s'absenter de l'atelier pendant 1 ou plusieurs jours. Vous imaginez, on vous dit, tenez-vous bien, travaillez bien, surveillez bien, dénoncez bien, et puis si vous êtes gentil et bien sage, eh bien, vous aurez une petite permission d'1 jour ou 2 pour aller voir ce qui est devenu votre femme là, que vous n'avez pas vu depuis qu'on vous a arrêté. Ou votre fiancé, ou vos enfants, qu'on a laissé dans le champ de canne là, et puis quand on vous a emmené pour vagabondage. Vous allez essayer d'aller voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc vous allez être gentil. Vous allez être super gentil. Ils avaient droit aussi à la promotion à une classe supérieure ou au grade de maître travailleur. Alors le maître travailleur, je vous rappelle son salaire. Le maître travailleur, 35 centimes. Vous allez passer de 20 centimes à 35 centimes. D'accord? Si vous êtes gentil, si vous travaillez bien, si vous êtes soumis. D'accord? Et puis vous pouvez aussi passer de 3e classe à 2e classe, et puis de 2e classe à 1re classe. Et chaque fois, vous allez gagner un petit 5 centimes en plus par jour. Quelle bande de misérables! Comment on peut accepter l'idée que cela se soit passé, que cela ait été pensé, conçu, imaginé, rédigé et appliqué avec sauvagerie pendant des décennies sur la tête des esclaves, des anciens esclaves, soi-disant nouveaux citoyens que l'on prétendait libérer. Mais ce n'est pas normal. Ça n'est pas normal, mais du tout. Ok? Alors, ils auront aussi la mention honorable à l'ordre du jour. Parce qu'on va appeler certains pour les réprimander, et puis on va en appeler d'autres pour les féliciter. La réduction ou la remise entière de la peine prononcée. Ça pouvait aller jusque-là. Plus on était gentil, plus on avait des faveurs. Hein, conformément à l'article 16 du comité de patronage. Parce que y a fait de comité de patronage là. Y a fait de comité de patronage que Yokai mettait en place. Et ce comité de patronage va distribuer des bons points. Voilà. Ils vont... Quelle bande de... C'était pas humain ça, ni comme pensée, ni comme comportement. Alors on va me dire, oui, mais c'était normal à l'époque. Le mal n'est jamais normal. Le mal n'est jamais normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il heurte la conscience de toute personne normalement constituée. Normalement, la conscience est heurtée. Donc quand les gens arrivent à ce point où ils n'ont plus de conscience, vous savez, cette espèce de baromètre que vous avez en vous là, qui vous dit que ça c'est bien, que ce que vous avez fait là est bien, oui, qui vous empêche de dormir la nuit parce que ce que vous avez fait là, vous savez très bien que c'est mal. Ils n'avaient même plus ça, ces gens-là. Ils n'avaient même plus ce baromètre là. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'avaient pas eux que nous allons considérer leur comportement comme un comportement humain normal. Alors, voilà en gros, on ne va pas même rentrer dans les détails épisodes, mais voilà en gros ce qui est prévu pour nos chers résistants, ceux qui vont dire non aux lois du 27 avril, voilà ce qui les attend. Et ça va durer pendant des décennies. D'ailleurs, en septembre 1854, le comte de Guédon, ce bourreau du peuple martiniquais, cet homme est un bourreau du peuple martiniquais, l'un des plus parfaits qui ait pu exercer dans ce pays, le comte de Guédon. Il prend un arrêté qui précise dans son article 1er que les amendes ainsi que les condamnations aux frais et dépenses prononcés par les tribunaux de police seront convertis de droit en travail à la journée ou à la tâche à défaut de paiement dans la quinzaine des premières poursuites.
Vous avez 15 jours pour payer. Si dans les 15 jours, vous n'avez pas trouvé l'équivalent de 30 jours de travail, l'équivalent de 2 mois de travail pour apporter, pour dire voilà, voilà, et pour vous retrouver en vagabondage tout de suite après, eh bien, vous allez automatiquement, de droit, dit-il, c'est transformé en travail à la journée ou à la tâche. C'est ainsi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en mettant des noirs, à surveiller des noirs et à grimper aux échelons en fonction de leur docilité et de leur soumission, que les esclavagistes et les abolitionnistes et l'État français, par l'intermédiaire de ses gouverneurs sur place, remirent les Noirs en esclavage et sur les bitations où ils allaient rembourser leurs dettes d'impôts ou le prix de leur liberté en tant que vagabonds. Voilà l'histoire. Voilà ce que racontent les archives. Voilà ce que disent les documents. Alors, Cécile me dit, de tout temps, partout, il y a des chefs, des sous-chefs, des punitions, des félicitations et des récompenses. Certes, mais il y a des sujets qui sont plus lourds de conséquences pour l'homme que d'autres. D'accord? Lorsque, dans certaines guerres, on va féliciter des gens parce qu'ils ont tué, comme on l'a fait avec le général Gallieni, dont nous allons parler une fois prochaine, parce que lui aussi, le héros, l'immense héros de l'histoire de France, l'un des plus grands héros de l'histoire de France, oui, enfin, je viens de voir ta nouvelle question et je suis un peu perturbée. Lorsqu'on va donner, même dresser des statuts pour ces gens, sur le moment, on peut trouver ça normal. Mais il arrive un moment où les choses ayant changé, on va dire, descendez cette statue, comme ça se passe un peu partout dans le monde, pour des statuts de colonialistes complètement immoraux, hein, qui ont tué des centaines de milliers de gens au nom de leur impérialisme, au nom de leur conquête, de leur besoin de conquête, au nom du peuple français qui la plupart du temps n'était pas au courant de ce qui se passait en son nom. Eh bien, bon, il y a un temps pour trouver ça normal et puis il y a un temps pour s'indigner, pour dire non, ce n'était quand même pas normal qu'on fasse ça. Parce qu'ils ne se le faisaient pas entre eux. Ce n'est pas des blancs qui avaient dans l'atelier de discipline et puis d'autres blancs qui étaient au-dessus d'eux. C'était des gens qui n'étaient là que parce qu'ils étaient noirs. C'est le fait d'être noir qui en a fait des proies. C'est le fait d'être noir qui en a fait des victimes. C'est le fait d'être noir qui en a fait des esclaves. C'est le fait d'être noir qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans ces ateliers de discipline. C'était la seule et unique raison. Alors, tu demandes, est-ce qu'il aurait été possible d'avoir des milliers de vagabonds ou mendiants? Il pourrait y avoir des milliers de travailleurs, mais payés correctement. Puisque n'oublions pas que bien que la colonie pût connaître quelques difficultés à ce moment-là de son histoire, mais elle était extrêmement riche et elle faisait la richesse de la France. On s'en souvient, avec le sucre. Par conséquent, il y aurait pu avoir, écoutez, moi, je ne dis pas que j'aurais été parmi ces abolitionnistes, voici la solution que j'aurais apportée pour que tout le monde ait du travail. Je ne dis pas ça. Hein. Je dis que ce qui a été prévu là, c'était la preuve qu'il n'y avait absolument aucune espèce d'intention ou de volonté d'aider ces pauvres gens à sortir de la misère, du désespoir de l'esclavage, uniquement parce qu'ils étaient noirs. On n'arrêtait pas les blancs pour vagabondage. Hein. Surtout, comme dit Mayclick, que les colons ont été indemnisés. Ils ont reçu de l'argent, beaucoup d'argent, certains ont doublé leur fortune.
Certains ont refait carrément leur fortune. Et puis voilà ce qu'ils ont donné à nos ancêtres. Alors ces gens-là s'imaginaient que, bon, c'était comme ça à l'époque, ça ne va pas faire de bruit. Et puis le temps va venir, et puis dans les archives, on va entasser des documents au-dessus de cette réalité, et puis jamais on ne découvrira cette fumisterie, jamais on ne découvrira cette mystification, jamais on ne découvrira ce drame que ces gens ont vécu. Eh bien, on a découvert ça maintenant. Ces décrets, je n'en avais pas connaissance il y a seulement quelques mois. Peut-être que vous n'en aviez pas connaissance non plus. En tout cas, je n'avais jamais vu ça nulle part, dans aucun livre. Je n'avais vu cette histoire-là que je découvre aux archives. Je ne dis pas que je suis la seule à l'avoir découvert. Certainement d'autres en ont parlé avant moi. Mais quand je l'ai découvert, c'était la première fois que j'en entendais parler. Je le découvre en 2018, en 2019, en 2020. Alors, je n'ai pas le droit de parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut aller de l'avant, parce que je fais du racisme anti-blanc, et parce que j'attise la haine raciale, et puis d'abord les nègres ont vendu les nègres. Je n'ai pas le droit de parler de ça, je n'ai pas le droit d'évoquer ça. Hein? J'attise la haine raciale. Moi, j'attise la haine raciale, alors que je suis tout simplement indignée, étonnée, surprise que le pays des droits de l'homme, qui aurait pu s'enorgueillir de cet extraordinaire progrès pour l'humanité que devrait être cette abolition de l'esclavage, qu'elle ait transformé ça en une mascarade pareille. Vous trouvez ça normal? Pas moi. Je ne trouve pas ça normal. Et je ne vais jamais arriver à trouver ça normal. De même que je ne trouve pas normal qu'on viole des enfants, même si à l'époque, au Moyen-Âge en France, eh ben, les rois et les reines se mariaient, ils avaient 12 ans, 13 ans, hein? Parfois un peu moins, hein? C'était normal pour eux à l'époque. C'est pas normal pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Je ne trouve pas normal qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a une religion et puis qu'on le mette dans un four et qu'on le brûle. Je ne trouve pas ça normal, même si c'était normal pour les gens qui à l'époque l'ont fait. Pour eux, c'était tout à fait normal. À la limite, ils faisaient du bien à l'humanité d'après eux. Non, ce n'était pas normal. Ce n'était pas du tout normal. Alors, nous n'allons pas pouvoir justifier de ça. On ne peut même pas essayer de justifier de ça. On ne peut que constater que les choses se sont passées comme ça. Et que c'est comme ça, notamment, que dans notre histoire, on a continué de monter des nègres contre d'autres nègres. Et qu'on est arrivé à nous faire croire que tous les nègres étaient contre tous les autres nègres. Je vous signale que dans Sacré Vagabond, il y a des épisodes où justement, le même gendarme qui raconte ce qui s'est passé pour Virgile, le même gendarme raconte comment des Noirs ont protégé les leurs de coups inutiles, de punitions inutiles, comment ils se sont retournés contre le géreur, notamment à Sainte-Marie sur l'habitation La Salle. Hein? Comment ils se sont retournés contre le géreur pour des punitions injustes qu'ils ont refusé d'appliquer. Il y a un passage là, je vais essayer de vous le retrouver maintenant qu'il me revient en mémoire. Attendez, je vous cherche ça. J'y ai pas pensé avant, j'aurais préparé, mais ah oui, je vais vous raconter une anecdote où on voit bien qu'à la même époque, de même qu'on dressait des nègres contre des nègres, mais il y avait des nègres qui passaient leur vie à défendre les leurs. Alors, Juliana avait été la propriété de l'habitation des Grottes, je suis à la page 157 de Sacré Vagabond, au Makuba, où la cruauté, la répression, la violence exercée durant cette période sur les nègres des ateliers entrèrent dans les annales.
il y a eu une étude qui a été faite et publiée sur ce qui se passait sur l'habitation des grottes, qui a fait école et qui est rentré dans les annales pour le niveau de cruauté qui a été atteint sur cette habitation. Cette nuit-là, elle raconta comment elle brava l'univers esclavagiste en proie, selon elle, à une vraie folie meurtrière. Je ne serais pas restée là à attendre mon tour. C'est une vagabonde qui parle. Tout avait commencé le 2 mars 1845, quand l'économe de l'habitation des grottes avait considéré que l'atelier ne se rendait pas au travail assez vite. « Fouette-les donc !» avait-il dit exaspéré au commandeur. « Fouette-leur la figure si elles n'obéissent pas assez vite, ces ânesses !»« Ah bon? Mais puisque vous êtes si hardi, pourquoi ne nous battez-vous pas vous-même » Même Juliana, qui s'entendit dire ça comme ça, sursauta. Quant au géreur, il n'en crut pas ses oreilles. Ce défi exigeait une réponse et une sanction exemplaire contre la négresse qui venait de braver son autorité devant tout l'atelier. Pour elle, il exigea les 4 poteaux, le pire, sur le champ. Quand, aidés du commandeur, ils tentèrent de s'emparer d'elle, tout l'atelier leur tomba dessus et leur arracha littéralement Juliana des mains. Les tortionnaires battirent en retraite et laissèrent Juliana en sachant qu'ils ne pouvaient s'en prendre à elle ce jour-là sans risque pour leur vie. Malheureusement, avec ce géreur, les choses allaient de mal en pire, jusqu'à ce que vienne un procureur devant lequel nous avons dit tout ce que nous reprochions à cet homme, ce que le procureur a soigneusement noté dans son rapport. Et je vais terminer comme ça. En ma présence, le dimanche 8 de ce mois, l'atelier s'est exprimé ainsi en s'adressant à M. Fortier, il s'appelait Fortier, ce misérable, qui se trouvait à mes côtés. Nous savons que vous voulez nous pousser à bout pour nous forcer à faire des bêtises, mais vous ne réussirez pas. Nous continuerons toujours à travailler, même la nuit comme nous le devons, bien que vous prétendiez que notre intention est de refuser le travail. Vous vous rendez compte? Histoire vraie. Ça, c'est notre histoire. Donc, j'espère que vous avez bien compris que cette histoire de nègre contre nègre, c'est un mythe. Il faut qu'on finisse avec ça. Il faut radier cette expression de notre... Parce que vous avez bien vu pendant tout le développement que c'est quelque chose qu'on a fabriqué et qu'on nous a plaqué dans l'esprit. Et c'est cette souffrance qui n'accepte pas, comme le disait, comme l'explique Aneta Vitekongolo. Vous savez, nous avons des chercheurs et nos chercheurs cherchent. Et quand ils cherchent, ils trouvent. Eh bien, Aneta Vitekongolo nous a prouvé dans son écrit que tout ça, c'est une machination savamment orchestrée pour donner aux nègres l'impression que ce sont eux-mêmes qui leur font du mal. Le mal vient d'eux. C'est eux qui sont mauvais, c'est eux qui se font du mal. Et lorsque dans les lois d'abolition, vous avez ce décret numéro 8 qui fait des strates comme ça entre les gens, eh bien, on est obligé de se dire qu'il faut qu'on revoie notre jugement de la chose. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Parce que je prétends ici aujourd'hui que nous sommes l'un des peuples les plus solidaires de la planète. Ce que nous avons vécu et souffert justement fait que, de la même manière que les souffrances de nos ancêtres sont passées dans nos gènes, eh bien cette solidarité-là également est passée dans nos gènes. Pour cela, il suffit de constater que chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, même quand elle ne nous concerne pas et qu'elle concerne les îles voisines, eh bien, il y a quelque chose qui se met debout en chacun de nous et se met en action pour sortir de chez lui, pour aller aider son frère. Seulement, on a oublié ça, parce qu'on est arrivé à nous faire croire que tous les nègres détestaient les nègres, et parce qu'on était un nègre, on ne voulait pas réussir, que parce qu'on était un nègre... D'accord? Donc,
réfléchissons autrement sur nous-mêmes. Écoutons nos sociologues. Écoutons nos chercheurs comme Anita Vetekongolo. Redistribuons les cartes. Ce que nous avons, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a mis dans nos têtes. Et vous l'avez vu, comment ça a été mis dans nos têtes, cette histoire de nègre contre nègre à travers l'histoire, depuis l'esclavage jusqu'après l'abolition. C'est une méthode qui a été mise en place pour imprimer dans le cerveau des pauvres gens qui étaient victimes de cette mystification incroyable que fut cette abolition de papier, de pacotille, que c'était eux les véritables responsables de leur malheur. Voilà l'histoire du nègre contre nègre. Donc arrêtez de dire ça. Vous êtes entre hommes. Vous avez un homme qui ne vous aime pas ou qui n'aime pas ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous êtes noir qu'il n'aime pas ce que vous faites. C'est parce qu'il est qui il est et que vous êtes qui vous êtes. Pas parce que vous êtes noir. Le nègre contre nègre est une création. Je vous l'ai démontré durant toute la dernière heure. Une création du système esclavagiste pour s'imprimer, comme le dit l'auteur, Anita Vetekongolo, durablement dans nos cerveaux, une chose que nos cerveaux, nos subconscients ne sont pas capables d'accepter. Je vous rappelle ce qu'elle dit de ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment très très fort, et je vais vous donner tout à l'heure le lien pour retrouver son écrit. Donc, ce passage où elle dit dans son étude, ça c'est terrible ça, et c'est ça que je souhaiterais, si vous le voulez bien, que vous reteniez de cette intervention. Alors, le système de démantèlement psychique s'est employé à fabriquer des divisions multiples, toutes s'évertuant à jouer sur la vulnérabilité de l'affect et sur les émotions les plus sensibles. Les conséquences, mais aussi les impressions en découlant, mènent vers la perception donnant crédit à l'expression nègre contre nègre. C'est le système esclavagiste, écoutez bien, de façon à balayer dans votre tête tous ces pavés qu'on a mis en vous donnant l'impression que c'est une réalité. C'est le système esclavagiste, armé de l'intention de démantèlement psychique chez le nègre, qui crée le nègre contre nègre. Le trauma est concret et opère dans le subconscient. Il se manifeste dès lors que le nègre vit l'impression d'une agression par un semblable. Les mécanismes du traumatisme proposent une telle agression comme inconcevable et entretiennent le désir d'une solidarité et d'une fraternité inaliénable entre nègres au nom de l'expérience commune d'oppression. Lorsqu'énoncée, l'expression signale une réprobation, voire, dit-elle, une insupportable douleur. Elle signale l'incompréhension de celui qui parle, de ce qu'après avoir collectivement passé, tout ça passe. C'est-à-dire, après avoir vécu ensemble une aussi immense ordalie que l'esclavagisation et y avoir survécu ensemble, jamais il ne devrait venir à l'idée d'un nègre d'en agresser un autre. Et, poursuit-elle, lorsque cela se produit, écoutez bien pour pouvoir guérir de ça, et vous regardez tel que vous êtes et non pas tel qu'on nous a mis, parce que je suis dedans aussi. Lorsque cela se produit, la mémoire refoulée du subconscient, se sentant elle-même agressée, insultée, réagit brusquement et pâlit sa douleur par la sentence, la fustigation abrupte et l'exagération sentencieuse, nègre contre nègre. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi, en espérant que vous allez trouver comme moi, dans ces informations scientifiques et historiques, matière à réfléchir
sur ce que nous disons de nous-mêmes, ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous projetons de nous-mêmes aux autres. Et combattre définitivement l'idée que nous sommes ce peuple qui s'arrache et qui ne s'aime pas parce qu'entre noirs, ce n'est pas vrai. Et je le répète, nous sommes un des peuples les plus solidaires du monde. Par conséquent, il faut qu'on remette nos pendules à l'heure. Il faut qu'on déconstruise méthodiquement, systématiquement, tous les préjugés que l'on nous a créés, qu'on nous a fait avaler. Je parle de ça sur des siècles. Ce n'est pas une chose qui s'est faite comme ça. Aneta Vete Kongolo vous dit que c'est depuis le début de l'esclavage qu'on donne aux nègres pouvoir de maltraiter son frère. On exige cela de lui, on le lui ordonne. Là, ce n'est pas une sociologue, c'est une chercheure et professeure d'université. Elle s'appelle Aneta Vete Kongolo. Je vais vous mettre son nom dans le premier commentaire, enfin dans l'un des commentaires, et je vais aussi, et même dans le titre, dans la présentation du sujet, quand je pourrai le taper, et je vais vous donner également le lien où trouver ce passage ou cette définition que j'ai pu trouver qui est limpide, et cette démonstration brillantissime que même là, on nous a encore trompés en nous donnant l'impression que nous étions les propres victimes de nous-mêmes. Ça pas vraiment, Maya. Nous gardons qu'on nous y est. Nous pas plus mauvais qui d'autres. Et comme je le disais au début, le peuple martiniquais est un peuple héroïque. Il a vécu héroïquement. Il a survécu héroïquement. Et si ce n'était pas cette solidarité communautaire qui a tenu les gens, ils ont inventé le yon à l'autre, le coup de main, le coller tête, coller épaules, les tontines, la fouilleté, la sauté, les trempages, toutes ces choses qu'on fait ensemble au profit de l'un ou au profit de la communauté. C'est pendant cette période-là que les nègres ont inventé ça. Donc, utilisons notre énergie, notre présent à glorifier ce qui a fait de ce peuple un peuple si fort, un peuple si extraordinairement héroïque. Soyons fiers de nous. Arrêtons de baisser la tête devant les sentences à nègre contre nègre et arrêtons de prendre toute critique de nos frères pour des attaques personnelles parce que c'est un mécanisme psychologique qu'on a implanté dans notre subconscient. Allons l'arracher et c'est pour ça que je demande réparation. Je demande réparation parce qu'il faut payer des psychologues pour soigner les gens chez qui on a implanté des racines aussi profondes de dépréciation de d'eux-mêmes, de leur personne, de leur famille, de leurs ancêtres. Le coup de main, effectivement, j'avais oublié le coup de main dans ma définition. Tout ça, ça a été inventé pendant cette période de l'esclavage. Alors, promettez-moi, mes amis, que vous allez réviser votre jugement sur le nègre contre nègre, que vous allez arrêter de dire ça. Parce que vous avez maintenant compris que c'est une fabrication coloniale et esclavagiste, une fabrication dans l'habitation, pour briser cette solidarité qui a permis à nos ancêtres de résister de manière aussi glorieuse à l'inhumanité de leurs conditions. Donc, voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vous remercie de votre intérêt pour cette histoire qui est la nôtre. Et que personne ne peut nous empêcher d'évoquer, personne ne peut nous empêcher d'en parler. Si vous êtes là et que vous estimez qu'il faut qu'on aille de l'avant, que nous attisons la haine raciale, que les nègres ont vendu les nègres, et puis quatrième lan, c'est qui ça? Attends, quatrième lan, c'est qui ça? Le quatrième cavalier de l'Apocalypse, vous faites du racisme anti-blanc? Eh bien, passez votre chemin. Allez voir un autre poste qui va vous intéresser, un autre poste sur lequel vous allez vous arrêter. Mais de grâce, laissez-nous parler de nous. Laissez-nous parler de nos problèmes. Laissez-nous régler nos problèmes entre nous. Si ça ne vous intéresse pas,
Je vous dis au revoir et c'est même pas la peine de venir dans vos commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou sur notre réseau, venir me sortir vos quatre cartes maléfiques là, pour me, qui toutes les quatre veulent dire, je t'interdis de parler de votre histoire. Ça peut être fait parce que c'est commencé, nous commencer. Guérissez-vous du nègre contre nègre, arrêtez de véhiculer cette idée fausse, ce préjugé raciste qu'on exerce, qu'on a mis dans nos bouches contre nous-mêmes. Et souvenons-nous que nous sommes ce peuple extraordinairement vaillant, que nos ancêtres étaient ces gens extraordinairement puissants, forts, qui ont fait en sorte que nous soyons ici là pour en parler. Alors, la solution rwandaise. Bon, donc, je vais essayer de répondre aux quelques questions qui m'ont été posées à l'instant. Alors, Jennifer Maté. Jennifer pose une question fondamentale. Elle dit, comment faire pour rétablir la confiance entre nous et pouvoir rationaliser nos rapports? Le meilleur moyen pour faire ça, c'est de nous connaître. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le nègre contre nègre, vous, par exemple? Est-ce que vous détestez votre collègue parce qu'elle réussit et que vous ne réussissez pas? Est-ce que c'est votre cas? Quand vous réfléchissez, est-ce que vous détestez quelqu'un parce qu'il est noir? Je ne crois pas. Vous allez voir que si vous vous posez, vous imposez cette abomination, vous allez bien voir que vous n'êtes pas comme ça. Je crois que le mieux, c'est déjà de se connaître. C'est également de connaître la vérité. Une fois que vous avez vu comment on a mis ça dans nos têtes, comment on a mis ça dans nos vies, mais vous pouvez vous en défaire maintenant. Je reste persuadée qu'au moins 50% des gens qui ont entendu cette intervention aujourd'hui ne vont plus penser nègre contre nègre de la même manière. Donc ça permet de rétablir la confiance en nous, puisque c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, moi je dis, pour rétablir la confiance, déjà, nous faire confiance, essayer de comprendre pourquoi nous avons les défauts que nous nous reprochons. Et en comprenant que ces défauts ont été instrumentalisés, nous ont été imposés de manière subliminale et qu'elles ont imprégné notre subconscient, nous en défaire aussi naturellement que possible ou en nous faisant aider par des psys. Parce que certains d'entre nous ont besoin d'un psy pour admettre que nous ne sommes pas inférieurs, tout simplement. Qu'un noir ne peut être inférieur à qui que ce soit. On a besoin de psy pour comprendre ça. Donc ça, c'est déjà pour t'avoir répondu, Jennifer. Alors, quand est-ce que ça s'est terminé, demande Guylaine Régal. Eh bien, ça s'est terminé. Ça s'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. La preuve, nous sommes encore en train d'en parler. On fait des chansons sur ça. La chanson qu'on a écoutée tout à l'heure de Cabrimol, on a dansé dessus il n'y a pas si longtemps pendant les vacances. Aujourd'hui encore, il y a plein de chansons qui sortent sur ce thème. Donc, ça n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Ça ne terminera que si nous décidons que c'est terminé. Moi, j'ai décidé ça depuis longtemps quand j'ai découvert tout ce que je vous ai raconté là. Moi, je sais que nègre contre nègre, c'est une fabrication subliminale. Ça ne m'intéresse plus, ça ne me concerne plus. Alors, Akal Power demande est-ce que nous pouvons parler du rapport entre christianisme et esclavage? Je ne dirais pas christianisme seulement. Vous voyez le décret numéro 8 dont je vous ai parlé, qui légifère sur la façon dont les ateliers de discipline devront être tenus, apporte une petite précision de taille. Je vous la cherche tout de suite. Il n'y avait pas que les catholiques pendant l'esclavage. Alors, ils disent, ils parlent de la durée du travail. Et dans ce fameux truc, ils parlent de la ration de chaque travailleur. Comme le code noir, je vous dis, se composera de 1 litre de farine de manioc et 375 grammes de morue par jour. Voilà ce qui était donné aux travailleurs, les gens qui travaillaient 9h30 de temps du lever au coucher du soleil, là.
Bref, bon, alors il y a un truc sur les religions là que j'ai vu qui était très intéressant. Parce qu'ils vont... Ah, voilà. Alors, article 15 du fameux truc 8 là, de l'arrêté numéro 8, au siège principal de l'atelier de discipline et dans les différents détachements, des frères de Ploërmel seront chargés de donner l'instruction aux détenus 2 fois par jour, matin et soir. Donc avant d'aller travailler et en sortant du travail. Ils prendront les ordres du régisseur, etc. Dans les localités où il existe d'autres cultes que le culte catholique, l'instruction sera donnée aux détenus appartenant aux religions dissidentes par les ministres de ces mêmes religions. C'est-à-dire que les abolitionnistes ont utilisé toutes les religions pour pouvoir faire avaler la couleuvre aux anciens esclavagés. Et j'aurais beaucoup à dire sur le christianisme à proprement parler, mais je vous en parle déjà beaucoup dans Zahir et Théophile. Parce que dans Zahir et Théophile, je vous présente monsieur Pierre-Paul Castelli, qui fut le premier évêque apostolique et romain qui a été nommé en Martinique, et il est venu dans le but d'instituer les scissions, l'instruction religieuse obligatoire sur toutes les habitations, où, après avoir travaillé toute la semaine, les esclavagés devaient venir le dimanche matin pour pouvoir écouter que les derniers qu'ils sont dans ce monde vont faire d'eux les premiers dans l'autre, qu'ils devaient obéissance, soumission à Jésus qui avait les cheveux blonds et les yeux bleus comme leur maître, et qui voyait, dès que les statues ont commencé à apparaître, l'imagerie catholique a commencé à apparaître, qui voyait des gens qui leur ressemblaient sous les pieds de Saint-Michel ou de Saint-Georges, qui le terrassaient, puisque nous étions des démons parce que nous étions noirs. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et là-dedans, vous allez découvrir le plan de l'Église. Dans Zahir et Théophile, vous allez découvrir le plan de l'Église et vous allez voir que ce n'était pas pour donner Dieu aux nègres, hein, que les prêtres se sont précipités pour donner une instruction religieuse à ces pauvres gens. C'était pas du tout pour qu'ils aient un sens de la spiritualité, lequel sens ils l'ont toujours eu depuis l'Afrique. Parce que tous les explorateurs qui sont allés en Afrique durant cette terrible période de l'esclavage ont bien vu que ces gens-là étaient extrêmement spirituels, qu'ils avaient des cultures solides, profondes et humaines, des cultures et des civilisations tout à fait enviables, qu'ils ont détruit pour pouvoir les remplacer par leur propre religion. Je dis ça comme ça parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement épris de cette religion. Je ne voudrais pas les blesser. Mais là-dedans, vous allez voir ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, cet évêque. Et vous allez comprendre que ce fut là encore une manière de nous tenir, de nous maintenir et de nous détenir.